Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban. Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47. Merci d'être avec nous dans Essentiel, au cœur de cette semaine spéciale consacrée aux 80 ans du soulèvement du ghetto de Varsovie, avec différents invités avec qui nous parlons de la Shoah, avec qui nous parlons de la mémoire, avec qui nous parlons de ces thèmes et de la perte de ce qu'on aime. C'est également l'un des cadres du nouveau livre de Jean-Claude Grimbert, que j'ai le plaisir et l'extrême honneur d'avoir avec nous ce matin. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Non, c'est moi qui remercie. Rapprochez-vous un tout petit peu plus du micro. On a toujours le plaisir de vous recevoir ici, Jean-Claude Grimbert, une légende, il n'y a pas d'autre mot. On ne va pas vous présenter, faire l'injure à nos auditeurs de vous présenter, dramaturge, scénariste, écrivain, et ce dernier petit livre de Pitchik à Pitchouk, un conte pour vieux enfants. Ça vient de paraître aux éditions du Seuil, dans la collection Les librairies du XXIe siècle. D'abord, première question, Jean-Claude Grimbert. Cette émission s'appelle Essentiel. On l'a rebaptisée ainsi après le Covid et le confinement pour remontrer ce qui était essentiel pour nous. Et donc, comme les invités reviennent me voir depuis le changement de nom de l'émission, je leur pose toujours cette première question. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans la vie? Et je précise à chaque fois que la réponse peut être totalement sérieuse comme totalement légère et que le chocolat est accepté. Moi, je vais pas parler de chocolat puisque vous en avez déjà parlé, mais c'est vrai que c'est important. Ce qui est essentiel, c'est le sourire des enfants. Voilà. Qu'on ne les abrutisse pas. Je pense que pour eux, c'est très difficile, quoi. Les informations toutes catastrophiques circulent dans tous les sens. Et les enfants sont là, voilà, au milieu de ces informations, au milieu de ce qu'on prévoit pour le monde futur, c'est-à-dire il n'y aura pas d'eau, il y aura 50 degrés dans les rues de Paris. Pour Alors, où on arrête de faire des enfants. Ce que pas une solution. Voilà. Et si on continue à en faire, on essaye premièrement, techniquement, de leur rendre la vie la meilleure possible, mais en même temps, de leur donner envie de vivre la vie. Voilà. Quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que, là, on parle, vous êtes dans le ghetto, les gosses, avant d'être morts, et quand ils en avaient la force, jouaient et riaient. Donc, je fais confiance aux enfants pour qu'ils continuent à jouer et à rire, mais en même temps, ça devient de plus en plus difficile. Voilà, l'avenir, le passé est terrifiant, le présent, dans bien des cas, est terrifiant, et si l'avenir devient terrifiant aussi, qu'est-ce qu'il leur reste? Le Père Noël. Alors, vous avez raison, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte parfois à quel point le présent, les informations, c'est anxiogène pour les enfants. Et effectivement, il nous reste le Père Noël et il nous reste Jean-Claude Grimbert pour écrire des contes pour les enfants et pour les vieux enfants et pour parler du Père Noël. Alors, Jean-Claude Grimbert, dans ce conte, dans ce livre qui est irracontable, mais on va le raconter, quand même pendant 3/4 d'heure, on va en parler de ses thèmes et de ses personnages. Comment vous est venue l'idée de commencer à raconter l'histoire de Rosette? Je vais donner un nom de famille, mais en fait elle change de nom de famille parfois dans le livre, qui va rencontrer le Père Noël. C'est une réflexion de ma fille qui est une grande fille, qui est comédienne. Et elle m'a raconté, sa fille, ma petite fille, donc, rentre de l'école et lui dit, je me suis disputé avec mon amie, elle cite une autre petite fille, donc elles ont, à ce moment-là, 7 ans et demi, toutes les deux. Voilà. Et je me suis disputé avec elle parce qu'elle m'a dit que le Père Noël n'existait pas. Alors, je lui ai dit, et qui amène les cadeaux? Voilà. Donc, je me suis dit, mais elle se cramponne quand même, parce qu'elle est
elle est, pour un grand-père, très intelligente, Évidemment. et peut-être pour quelqu'un de normal, intelligente. Et elle veut croire au Père Noël. Voilà. Et donc, ça m'a donné l'idée. Bon, alors, je venais de finir Jacqueline, qui est le récit, pas le récit, mais qui est une évocation de la vie. Qui est une lettre d'amour à votre voilà, femme. Donc, qui venait de disparaître. Et j'avais du mal à me relancer. Voilà. Et donc, et puis aussi un sentiment d'inutilité. Si on écrit des livres, alors il y a des livres bienfaisants, mais il y a eu des livres malfaisants. Hein. Le livre n'est pas un médicament. Ouais. Voilà. Donc, je voulais écrire quelque chose ou je voulais pas, et je me suis mis à écrire un conte de Noël. Et puis petit à petit, ce conte de Noël, c'est de ça qu'on va essayer de parler, s'est transformé. Voilà. Il s'est transformé pour nous emmener du côté de Pitchik et Pitchouk. On va en reparler, mais d'abord, Jean-Claude Grimbert, vous venez de me dire, je me sentais inutile ou j'étais dans une inutilité. Ça veut dire que quand vous écriviez pendant toutes ces années, c'est d'abord et avant tout pour Jacqueline que vous écriviez ? C'est elle qui vous lisait en premier ? En tout cas, au tout début, j'étais comédien, j'essayais de jouer, j'avais pas j'y arrivais pas souvent, hein, et donc j'avais du temps de libre, et je pense que c'était pour lui plaire que j'ai commencé à écrire, sans doute. Ça a marché. Oui. Et avec Jacqueline et avec l'écriture. Oui, mais j'étais un grand lecteur, je lisais à une période un livre par jour. Mais j'avais pas du tout l'intention d'écrire. J'ai commencé le théâtre parce qu'en fait, je ne lisais pas. Je lisais plutôt des grands romans, je lisais plutôt des petits romans aussi. Et je me voyais pas écrivain. Par contre, c'était une manière de faire du théâtre pour un comédien qui avait du mal à trouver des rôles. Voilà, donc j'avais des tas de rôles que j'écrivais et c'est vous qui pouviez, et c'est vous qui pouviez les jouer et les donner directement. À quel moment, alors après on va revenir au livre, mais puisqu'on part sur l'écriture, à quel moment vous avez commencé à écrire aussi pour le cinéma ? Pour le cinéma, ça a été après l'atelier. J'étais en dépression, je n'arrivais pas à écrire. Et Simone Signoret a insisté pour que j'écrive pour elle une sorte de série qui s'appelait Thérèse Imbert. Et j'ai fini par dire oui. Et ça a été mes débuts dans... Alors j'avais écrit déjà 2-3 petits trucs pour la télé, mais là c'était le grand machin, et j'avais une liberté totale. Tout le monde m'avait supplié de le faire. Après, ils disaient, les producteurs, ils convoquaient Simone Signoret et ils lui disaient, mais il ne sait pas écrire pour la télé, il n'écrit pas pour l'image, il écrit pour le théâtre et tout ça. Alors, elle a prouvé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, madame ? Alors, elle disait, on va tourner exactement ce qu'il écrit parce que c'est l'auteur. Voilà. Et donc, j'ai été protégé par elle. Et ensuite, ça s'est enchaîné. J'ai fait une chose juste après qui s'appelle Les lendemains qui chantent avec Jacques Fansten et qui était une histoire de juifs communistes, comment ils apprenaient à leurs corps défendants la réalité. Voilà. Et on était dans les années 80. Dans les années 80. Et le dernier Métro, en 80, où vous avez coécrit les dialogues avec François Truffaut et Suzanne Schiffman. Et quel film, hein, et quel dialogue. On va revenir à Pitchik, de Pitchik à Pitchouk. Donc, on démarre avec cette héroïne qui, à l'ouverture du livre, est plutôt triste. Hein, elle n'est pas très gaie. Et elle va rentrer dans sa cheminée. Pourquoi d'ailleurs ? Comment on peut expliquer qu'elle veut rentrer dans sa cheminée ? Elle est seule. Elle pense à son mari qui est parti. Et donc...
Elle n'arrive pas à dormir. Voilà, et l'idée de se balader seule, ça la tente pas. Et elle pense qu'une balade dans sa cheminée pour voir si le Père Noël pouvait réellement passer par les cheminées, ça lui donne une sorte d'occupation, on va dire ça comme ça. Ah, non, une balade. Une balade, voilà. Alors, il faut dire qu'on est la nuit de Noël. Qu'on est peut-être la nuit de Noël, ouais. Qu'elle est peut-être chez elle ou qu'elle est peut-être ailleurs. Et que cette rencontre avec le Père Noël est peut-être... Alors, à coup sûr, ce n'est pas une rencontre réaliste. Ah bon, il n'existe pas? Voilà, mais il peut exister, mais c'est peut-être elle qui ne peut pas se glisser dans une cheminée. Elle est quand même très âgée. Et donc, voilà, on part... Peut-être qu'elle est ailleurs. Peut-être qu'à un moment du livre, effectivement, où elle a l'impression d'être dans une maison de retraite, on va dire ça comme ça, pas très sympathique. Peut-être qu'elle est là réellement. Mais on ne sait pas. Voilà, donc on est dans une... On est en fait dans une enfilade de rêves. Voilà. De rêves ou de cauchemars. Ou de cauchemars, ouais. ou d'impressions, ou de... Donc, c'est difficile à parler du... Ah, c'est très difficile, je suis d'accord, mais on va parler des thématiques, c'est un conte. Voilà, alors dans les contes, les vieilles dames peuvent monter dans une cheminée et croiser le Père Noël. Il n'y a pas de problème, exactement. Voilà. Dans un conte, c'est tout à fait réaliste. Tout est possible. Maintenant, si on se dit... Est-ce que cette dame existe vraiment dans cet appartement et tout ça? C'est une manière d'évoquer. C'est une sorte d'autobiographie. Voilà. C'est-à-dire, j'ai passé mon temps à écrire des choses sur des moments qui n'existaient pas ou... Même l'atelier, j'ai expliqué toujours que c'est un atelier qui a l'air très réaliste, mais dans lequel, une fois sur scène, on ne pouvait pas faire de vêtements. Voilà. C'était un atelier pas pour faire des vêtements, c'était un atelier pour jouer. Mais le jeu, c'était de faire comme si on était dans un atelier. C'est le théâtre. Donc là, le jeu, c'est de penser que c'est une vraie dame. Avec un vrai Père Noël. Moi, avec un vrai Père Noël. Et que ce Père Noël, il a une vie assez... dramatique, même tragique. C'est triste, ce Père Noël. Ouais. Et puis elle a eu une vie, voilà, avec son mari. En fait, je me suis aperçu après coup que c'était un moyen de continuer Jacqueline. Oui, de continuer évidemment. à parler du couple, et quand l'un n'est plus là. Voilà, de l'amour, de la fidélité, voilà, des 60 ans de vie commune. Qui représente... Alors, elle m'a raconté beaucoup de choses sur sa famille. Je savais aussi des choses sur la mienne. Mais c'était une famille où, du côté de sa mère, elle racontait beaucoup d'anecdotes. Voilà. Sur l'arrivée à Paris, parce qu'ils sont arrivés dans... Ils étaient d'où, la famille de Jacqueline? Ils étaient de Varsovie. Oui. Et ils s'étaient connus, ils avaient 4 ans, le père et la mère de Jacqueline. Donc, ils vivaient dans une grande cour à Varsovie. Et voilà, c'est une manière de raconter ce XXe siècle que moi, j'ai vécu à partir de 1939. Mais voilà, avant la catastrophe, il y avait des pogroms. Oui. Voilà. Et les gens venaient, voilà, ouais. partaient, et c'est des sortes de héros. Bien sûr que Voilà. c'est des héros. Et c'est pour ça que nous avons voulu cette semaine pour parler de ces héros et de ceux qui sont révoltés. Alors revenons au Père Noël, Jean-Claude Grimbert. D'abord, il n'y a pas qu'un seul Père Noël. Nous, on s'imagine qu'il n'y a qu'un seul Père Noël. C'est ce que s'imagine aussi votre héroïne au début du livre. Et puis le Père Noël va l'expliquer que non, c'est impossible, on ne peut pas faire toutes les cheminées du monde en même temps. Donc il est très pragmatique. Et donc il y a plein de Père Noël par quartier. Voilà. Et ce Père Noël vient de perdre sa femme. Il y a 20 ans, mais pour les lui, Pères c'était Noël, hier. Et c'est elle qui faisait les étiquettes, qui faisait les trucs sur les cadeaux. Et depuis, il est perdu. Il se gourde de cheminée, il se gourde de cadeaux.
Ah, il faut dire que les gens qui le lisent me disent que c'est drôle. C'est sûr que c'est Voilà. drôle. Alors, je ne le savais pas en l'écrivant. Bah, c'est du Jean-Claude Grimbert, c'est-à-dire Ouais. qu'il y a de l'humour, qu'il y a de la tristesse, qu'il y a de la Mm. réflexion, qu'il y a de l'intelligence, qu'il y a de la mémoire, qu'il y a, voilà, il y a toute la vie. C'est court, hein, c'est un conte qui fait une 130 pages à peu Mm. près, mais voilà, il y a tout. Donc oui, c'est très drôle. Le QG des Pères Noël aussi, quand ils vont Oui. se regrouper tous, et ils sont pas vraiment heureux, quoi, en fait, ces Pères Noël. Non, c'est des gens... Alors, il y a ceux qui ont le droit de monter sur les toits, mais il y a tous ceux qui restent devant les portes des magasins. Et eux, c'est les moins sympas. Moi, j'étais pas Père Noël, mais quand j'étais gosse, à un moment, je restais à la porte des magasins. On appelait ça faire la porte. Et il Pourquoi fallait faire entrer les clients. Voilà. D'accord, donc le but c'était de ramener les gens Ouais. pour les voir. Alors on l'a dit, il y a ces scènes effectivement avec ce Père Noël qui sont très drôles parce que Rosette, elle s'appelle comment Rosette Rosenfeld. Oui, ou Rosenberg. Ou, ça dépend. J'ai changé le nom, dis-je à un moment, pour des raisons de précaution éditoriale. Mais en fin de compte, je ne sais plus exactement quel est son vrai nom et donc je mélange, tout en me disant que Rosenfeld ou Rosenberg, c'est la même chose. C'est pareil, sauf qu'effectivement, évidemment que ça fait référence aussi à tous ceux qui ont dû changer de nom avant la guerre, pendant la guerre, même à ceux qui ont gardé leur ancien nom, Ouais. ou, voilà, parce que trop peur de reprendre Moi, j'ai un nom appris trop juif. le faux nom avant de savoir le mien. C'est vrai? C'était quoi votre faux nom? Enfin, le faux Alors, nom de vos parents? Je viens de l'apprendre il y a 2-3 ans. C'est Moi, vrai je me gourais. J'avais un problème avec mon frère qui me disait... Moi, je pensais que c'était Richard, et en fait, c'était Guichard. D'accord. Et j'ai rencontré le jeune homme devenu très vieux, voilà, qui nous avait baptisé Guichard. Et il m'a Incroyable. sorti une feuille de papier Ouais. où il y avait nos noms, voilà, Grimbert Maxime, Grimbert Jean-Claude, transformés en Guichard. Et c'est Incroyable. lui qui faisait les faux papiers, et c'est lui qui c'était l'un de ceux qui nous a transportés pendant la guerre de Moissac. Et vous l'avez retrouvé. Voilà. Et c'était une commémoration à Moissac. C'est incroyable. Et c'était un homme qui avait fait une sorte de carrière politique locale, je pense au Parti socialiste. Il était plus petit que moi, alors ça m'a surpris parce que moi je m'imaginais toujours que ceux qui nous ont sauvés, ils étaient grands et forts. Ben Ouais. non, c'était un tout petit bonhomme. Voilà. C'était un petit de taille, mais un très très grand. Voilà. Vous étiez caché, vous, pendant toute la guerre, Jean-Claude Grimbert, avec votre frère, donc sous le nom de Guichard? On était à Moissac. Ouais. Alors, le truc, c'était que le père était déporté, Votre papa? mais ouais. avant d'être déporté, il avait d'abord été à Compiègne, D'accord. puis libéré de Compiègne, puis repris. Et ma mère est restée seule, et elle ne devait pas savoir, alors elle ignorait où était parti son mari, mais elle ignorait aussi où on était, Elle ne savait pas où vous étiez. parce qu'il ne fallait pas que les parents sachent où étaient les enfants, parce que les chasseurs de juifs voulaient regrouper les familles. Mais oui. Eux, ils étaient très... Oui, Famille, c'était gentil, famille, ils voulaient qu'on regroupe voilà. les familles. Et donc, il ne fallait pas que, par maladresse ou... Ou sous la torture. Voilà. Ouais. Donc, je pense que pour elle, ça a été terrible de rester à Paris, seule, Sans ne savoir sachant où- pas si elle allait retrouver ses enfants, ne sachant pas si elle allait revoir son mari. Et je pense que pour mon frère, qui était beaucoup plus, pas beaucoup plus, mais qui avait 4 ans de plus que moi, donc Ouais, qui ça était joue très quand même. lucide, ça devait être terrible de ne pas savoir s'il allait retrouver son père et sa mère. Et d'avoir la charge un peu Voilà. de son petit frère. Et donc, ouais. il était chef de famille. À 8 ans, 9 ans, 10 Ouais. ans. Vous avez des souvenirs ou des images que vous aviez Très peu. entre 3 et 7 ans? Oui, très peu. Non, j'avais très, très peu de souvenirs. Et votre Mais mère... c'est ce qui m'a permis d'écrire. Ouais. Mon frère était écrasé par les souvenirs. Voilà. Moi, c'est des souvenirs ou qu'on m'a racontés, ou que j'ai forgés, ou... Voilà, je me souviens de l'arrestation de mon père, mais est-ce que c'est parce qu'on me l'a raconté plusieurs fois?
Mais notre propre arrestation à ma mère, mon frère et moi, on a été emmenés à la mairie du 10e, au commissariat, où il y avait déjà les camions, les autobus et tout ça. Et le commissaire nous a renvoyés. C'est le commissaire qui vous a sauvé, donc. Voilà. Donc, ça, j'ai aucun souvenir. On vous l'a raconté. Voilà. Alors que mon frère ça l'a marqué. Ouais. Voilà, il était... il m'a expliqué. Mais des fois, il y a des choses qu'il m'explique 80 ans après. Hein. Voilà, des impressions qu'il a gardées pour lui ou qui lui reviennent. Je pense, voilà, c'est un conte pour vieux enfants. C'est ce que vous dites dans le livre. Parce que c'est... Plus on vieillit, plus on se rapproche de son enfance. Et plus on la vit. On la revit, mais c'est ce qui est toujours très surprenant chez les jeunes de votre âge, Jean-Claude Grimbert, et chez d'autres. On en a vu beaucoup cette semaine, notamment lundi, il y avait Régine Friedman qui était là et sa sœur, 90 ans, rescapée du ghetto de Varsovie. Ce qui nous frappe toujours, c'est la précision de leur mémoire, de leurs souvenirs. Ah. Et on se dit toujours, est-ce que c'est parce qu'ils ont vécu des choses terribles que ces souvenirs sont ancrés entre eux, ou est-ce que ce sont ou est-ce qu'effectivement, vous avez raison, et c'est finalement des années après que les souvenirs reviennent et reviennent. Quand on est enfant, on ne vit pas son enfance. On vit. Et quand on est vieux, l'enfance est revécue. Voilà. Avec cette connaissance qu'on a de la vie et l'importance que voilà, par exemple, avec mon frère, il y a très peu de temps qu'on se considère comme des survivants. Or, il est évident que si ce commissaire avait été plus avide de juifs à se mettre sous la dent, français ou non, il nous aurait embarqués, quoi. On était embarqués. Donc, on est quasiment descendu du camion, quoi. Et votre maman aussi. Et ma maman aussi. Et comment votre mère a pu vous confier alors à une famille de juifs? C'était pas des familles, hein, c'était une organisation. C'était une organisation. Moissac, c'est une maison d'enfants qui était tenue par l'équivalent des scouts. Oui. Voilà, c'était le réseau de Moissac, voilà, maintenant que vous me redites. On va revenir à... C'est où d'abord, Pitchik et Pitchouk? Ça existe régulièrement? C'est vers Pitchepoy. Le fameux Pitchepoy qu'on donnait aux enfants ou qu'on citait pour ne pas dire aux enfants un autre nom. Parce qu'on ne savait pas où ils partaient. Voilà. On disait ils partaient à Pitchepoy. Voilà. Et ma mère... Je pense que c'est une expression de ma mère. Elle ne parlait pas de Pitchepoy, mais elle disait, si par exemple je lui disais mais où on va, elle disait à Pitchouk ou à Pitchik. Voilà. Alors donc, j'ai mis ces deux shtetl près de la ville où ma mère, où les parents de ma mère... Les parents de votre mère étaient sont nés. Voilà. Alors, Brody, où il est le Baal Shem Tov. Voilà, donc c'est... Dans tout cet imaginaire, là. Vous y êtes retourné dans ces régions-là, Jean-Claude Grimbert, ou jamais? Non. J'ai été à Galatz, en Roumanie, parce que quand on a tourné Amen, avec quand Costa Gavras a tourné Amen, on tournait en Roumanie. Et en même temps, j'avais une pièce qui se jouait dans une ville en Roumanie. Et donc, j'en ai profité pour voir la ville natale de mon père, qui s'appelle Galatz, où, à part le cimetière, il n'y a plus rien de juif. Sinon, une synagogue fermée, avec quelqu'un qui n'avait pas l'air très sympathique, qui nous a dit, c'est l'heure du déjeuner, la synagogue est fermée. Voilà, bon. Donc, on a dit, mais on est de passage. Ah ben, fallait téléphoner, fallait prendre rendez-vous, fallait... Voilà, bon. Donc, vous ne l'avez pas vu. Et donc, j'ai été très impressionné par le cimetière. C'est comme si j'entrais dans un endroit où il y avait toute ma famille. Il y avait des tas de noms que je connaissais. Il y avait énormément de Segal, par exemple. Bon, j'étais un ami de Gilles Segal. Donc, il y avait beaucoup de Goldenberg. Il y avait beaucoup de... Voilà, c'était... Mais sinon, c'était une ville défigurée par le communisme. Voilà. Ces villes affreuses qui ressemblent à des banlieues, même jusqu'au cœur de la ville, quoi.
Alors, dans votre livre, Jean-Claude Grimbert, De Pitchik à Pitchouk, aux éditions du Seuil, il y a, on l'a dit, c'est un conte. On ne peut pas raconter ce livre comme je raconterais un roman ou un autre, parce qu'il est inracontable. Donc, c'est pour ça que je prends des petits extraits. Et il y a ce moment où, effectivement, eh bien, les gens sont ensemble. Il y a une famille qui est ensemble. Ils sont 4, le papa, la maman et 2 enfants. Et ils font des photos. Ils sont sur le boulevard Rochechouart, ils se promènent, ils sont dans un square. Et puis, à un moment donné, effectivement, le papa adore prendre en photo. Il s'assoit sur un banc, notre banc du dimanche. On est bien serrés, là, ensemble, tous les 4. On est heureuse. Enfin, je suis heureuse. C'est dimanche, il y a du soleil. Puis, il y a des flics à vélo qui passent. Et vous dites un petit peu plus loin. Et on part en courant, sans courir, pour surtout pas se faire remarquer. Nos étoiles sur nos poitrines, nos guides. Et un petit peu plus loin, vous dites, les étoiles ont disparu du ciel. Elles sont toutes venues mourir sur nos poitrines. Je n'ai jamais vu cette photo. Jamais, jamais. J'aurais tant aimé la voir, au moins pour la revoir. C'est une vraie photo qui vous manque, Jean-Claude Grimbert? Non. Vous en avez? J'ai très peu de photos de mon père. En plus, j'en ai perdu une que j'avais donnée à restaurer. Et c'est comme si ce jour-là, j'avais perdu mon père. Voilà. C'est-à-dire, je n'ai aucun souvenir physique de mon père. Je vois que sur les photos, il ressemble à mon frère, quoi. Voilà. Donc, c'est un peu... Oui, c'est un conte sur alors, il y a des choses, effectivement, que j'ai dû vivre d'une manière ou d'une autre, mais le danger, quand on est fils de déporté, c'est l'imagination. Voilà. Alors, donc, il faut savoir vers quoi on peut la diriger sans trahir et sans... Donc, tout ce qui se passe boulevard Rochechouart, tous les dimanches, j'étais boulevard Rochechouart avec ma mère parce qu'on allait voir son père, qui lui n'avait pas été déporté. Le père de mon père a été déporté, mais il était aveugle. D'accord. Donc, les policiers l'ont porté dans l'escalier. Voilà. Mon père sortait de Compiègne, quand ils l'ont repris, il pesait 40 kilos. Voilà. Mais je n'ai pas le souvenir de tout ça. Donc, c'est quelque chose, c'est une sorte d'imaginaire nourri du trop-plein des autres. Voilà. Et en même temps, c'est ça qui est le plus difficile à faire comprendre aujourd'hui. Pendant 20 ans, on ne parlait pas de ça. Oui. Personne n'en parlait. Voilà. Personne ne voulait en parler. Dès que quelqu'un essayait d'en parler, ça partait. Alors, c'était les résistants. Voilà. C'est exactement ce que nous disait Laurent Joly, qui était sur notre antenne lundi, qui a sorti un ouvrage remarquable, La France et la Shoah. Il nous expliquait que dans l'après-guerre, il y avait 2 historiographies. Il y avait celle de la communauté juive, qui faisait tout pour effectivement parler, raconter. Et on parlait de Sartre et des paroles de Sartre dans Réflexion sur la question juive. Et il y a l'autre historiographie qui ne concernait que la France et les résistants, et évidemment pas les collabos, et évidemment pas Pétain, et évidemment pas les morts juifs. Ça, c'est ce dont je vais vous raconter une histoire. Oui. J'aime bien quand vous me racontez des histoires. Pendant que je répétais l'atelier dans lequel je jouais, j'étais très nerveux et je ne voulais pas faire d'interview. Et j'avais dit, aucun interview pendant les répétitions. Et puis ils ont insisté, puis une dame est venue d'un grand journal qui était sympathique, avenante. On se connaissait, elle m'avait déjà interviewé et tout. Et alors, ils ont dit, tu peux pas lui refuser et tout ça. Et je me suis retrouvé avec elle dans une petite bibliothèque au théâtre de l'Odéon, entourée des œuvres de Molière, Beaumarchais, tout ça, machin. Et donc, elle me dit, vous avez écrit Dreyfus, qui se passe avant, on n'appelait pas encore ça la Shoah, avant la Seconde Guerre mondiale. Puis... Vous avez écrit l'atelier qui se passe après. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il manque quelque chose? Alors, je dis une pièce sur la guerre. Elle me dit oui. Alors, je lui dis, écoutez, je ne me sens pas encore capable d'écrire ça et je pense que le public ne serait pas capable de l'entendre. Alors, elle me dit, mais pourquoi? Je lui dis,
peut-être que les gens ne seraient pas contents d'apprendre que c'est Pierre Laval qui a insisté pour qu'on déporte les enfants aussi. Avec les parents. Voilà. Et elle me dit, mais qu'est-ce que vous vouliez qu'on fasse de tous ces enfants sans parents errant dans les rues? Voilà. Et on pouvait peut-être les sauver. Et donc, je lui ai dit, à ce moment-là, il n'y a plus qu'à se foutre une grenade dans le cul. Elle me dit, pourquoi vous me dites ça? Alors, je lui dis, mais on parle, on discute, et je suis parti. Voilà. Et après, je me suis aperçu que ce n'était pas son argument à elle, que c'était un argument qui était répété par des tas de gens. Voilà. Donc, il y a quelque chose... Moi, je suis un citoyen d'un pays où la police de ce pays a arrêté mon père pour une raison tout à fait, pas mystérieuse, mais tout à fait folle. C'est à supposer que la police aurait dit ben non, nous on fait pas ça, on va pas arrêter des pères de famille. Voilà. C'est tout le problème de la résistance. Et on parle aussi du ghetto de Varsovie, c'est-à-dire les héros du ghetto sont des héros, mais mon père n'est pas un héros. Voilà. C'est ça le problème. Nous étions les enfants de ceux qui étaient partis sans se battre. Voilà. Alors, mais ils ne pouvaient pas se battre. Vous voulez qu'ils se battent comment? C'était très facile d'être saisi au pied du lit devant sa femme et ses enfants. On est en pyjama, il y a 2 flics qui cassent la porte. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Et qui viennent le prendre. Et qui l'engueulent parce qu'il n'a pas ouvert, donc ils ont dû casser la porte. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'inversion. Et voilà, c'est une sorte de... On passe toute une vie à défaire cette sorte de merde dans laquelle je me suis épanoui, malgré tout. J'ai vécu, voilà. Mais avec... Et inconsciemment, ce que j'ai essayé de faire en écrivant tout ça, et même en écrivant des contes, voilà, c'est de faire d'eux, non pas des héros, mais des personnes respectables. Plus respectables que ceux qui n'ont rien fait, ou que ceux qui les ont arrêtés, ou que ceux, bien sûr, que les nazis, voilà, et tous. Mais ce qu'on leur demandait, c'est-à-dire de résister, et ce qu'on ne voulait voir après-guerre que des résistants, parce que les résistants cachaient, d'ailleurs, la police a eu la fourragère pour sa conduite exemplaire pendant la libération de Paris. Et on n'a rien dit, alors peut-être qu'il y a eu quelques gens mis à pied, mais dans l'acharnement de certains. En fait, voilà, la police, les gendarmes. Ma mère savait très bien que c'était la police, mais elle disait les Allemands. Et quand je lui demandais pourquoi tu dis les Allemands alors que c'est la police, elle me disait c'est mieux comme ça. Voilà. Parce que c'est trop dur. Voilà. Donc c'est une histoire dont on n'a pas fini de parler. Et on voit que après ce laps de silence, il y a eu petit à petit, alors bon, il y a eu Schwarzbach, il y a eu Pérec avec W, il y a eu des grands livres et tout, qui sont des fictions, malgré tout. Voilà. Et moi, en écrivant des contes, j'essaye non pas d'inventer, mais de me projeter quand il n'y aura plus les témoins, quand il n'y aura plus les enfants des témoins, quand il n'y aura plus les petits-enfants des témoins. Il y aura les arrière-petits-enfants, voilà. Et il y aura nous. Et il y aura toujours un besoin de parler, parce que ce qui restera du XXe siècle, c'est pas le communisme, c'est pas le gaullisme, c'est pas la résistance, c'est Auschwitz et Hiroshima. Voilà. Le XXe siècle, si la civilisation continue, ce sera résumé dans ces 2 choses-là. Et malgré tout, il faut écrire. Et il faut essayer, tout en évoquant l'atrocité, voilà, l'innommable, il faut essayer de captiver les enfants
même les vieux enfants. Et les vieux enfants dont on fait partie. Voilà. Et c'est ce qui se passe dans le livre, Jean-Claude Grimbert. Il y a des moments, effectivement, où notre Rosette, est-ce qu'elle est dans cet endroit-là ou pas? On ne sait pas. Chacun a sa lecture. Elle est dans une sorte de maison de retraite où on boit de la verveine, on mange des salsifis. C'est pas bon. Hein. Et on a des masques. Et on a des masques. Et la personne qui s'occupe d'elle, qui lui amène à manger, n'est pas forcément très sympathique. Elle a un petit voisin qui vient la voir. Et puis, le voisin a 97 ans. Bon, voilà. Et voilà. C'est généralement dans ces endroits-là, effectivement, c'est pas. Et il aime raconter des histoires. En fait, tous les personnages qu'elle croise des histoires. Mais oui. Aiment raconter des histoires, mais c'est peut-être elle qui se raconte ces histoires que d'autres lui ont vécues ou qu'elle-même a vécues. À un moment donné, notre Rosette écrit « À tout prendre, il faut reconnaître que vieillir n'offre pas que des avantages. Par ailleurs, ne pas vieillir semble une option qui présente également quelques désavantages. » Vous n'êtes pas vieux aujourd'hui, vous n'êtes jamais vieux. Je suis hésitant. Il y a des jours où je me dis quelle chance j'ai de vivre encore. Et puis il y a très souvent, surtout depuis le départ de Jacqueline, où je pense que c'est une escroquerie, quoi. Non, c'est pas une escroquerie. On a besoin de vous encore. Chacun. On a besoin de vous lire, on a besoin de vous entendre. Il y a ces numéros. À un moment donné, elle dit un jour même, avec un copain comme toi, tu as joué son numéro au loto, ou je ne sais quoi, mais tu n'as rien gagné, tandis que lui a joué le tien et il a été remboursé. Tu en as conclu que tu avais un meilleur numéro que lui. D'ailleurs, tu le pensais vraiment, tu pensais ça, alors que tant d'autres numérotés ont eu le sort que l'on sait. Toi, tu avais tiré un bon numéro, tu t'en étais tiré. C'est les numéros. Alors, dans le silence qui régnait dans ces années-là, dans les ateliers où j'ai travaillé comme apprenti, et surtout dans l'atelier où ma mère travaillait, j'allais la chercher le samedi midi en sortant de l'école. Et à côté d'elle, il y avait une dame brune qui s'appelait Madame Bella. Et je voyais son numéro monter au gré des aiguillés. Ouais. Elle devait être gauchère, voilà. Et elle incarnait pour moi la dignité. Elle en parlait jamais. Ma mère, ou elle en parlait peut-être avec ma mère, mais ma mère ne m'en parlait jamais. Donc voilà, on a vécu. Alors on savait qu'on était enfant de déportés, mais le mot, qu'est-ce que ça voulait dire? Voilà. Alors d'abord disparu, après décédé, après déporté, mort à Drancy, après mort à Auschwitz, qu'on peut faire mettre des années après. Voilà, on a appris. Maintenant, les gens reçoivent des milliers de livres. Moi, quand j'étais adolescent, je pouvais lire les livres sur la question qui sortaient en France. Voilà. Et puis, au bout de quelques années, et heureusement, voilà. Ce sont les historiens qui ont construit notre histoire. Oui. Ce sont les historiens qui nous ont donné cette force, voilà, et qui on a fini par triompher avec nos récits. C'est-à-dire que même les gens qui ne sont absolument pas concernés, ils se sentent obligés maintenant dans leur fiction de mettre un ancien déporté, d'en parler. Voilà. Ça a envahi le monde. Ce que le monde ne voulait pas voir et ne voulait pas entendre, ils l'ont vu au cinéma, ils l'entendent à travers les témoignages, les livres. Et puis, il y a cette exemplarité vraiment du travail historique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand Léon Poliakov écrit Le Bréviaire de la haine, ça sort en 1950, tout est dit dedans. Tout est dit, et pourtant, voilà. Je ne veux pas me tromper, mais je ne pense pas qu'à ce moment-là, beaucoup l'aient lu, ou beaucoup, en tout cas, en aient parlé. Et voilà. Il a fallu des années pour que son travail soit reconnu, et ensuite celui de Klarsfeld et d'autres. Les enfants de Pitchik et de Pitchipoy, vous dites qu'ils sont à Bagneux. Quant à vous qui lisez ce récit incohérent, je vous cite Jean-Claude Grimbert, si jamais vos pas vous entraînent à Bagneux, vers la 91e division, arrêtez-vous un instant, ne serait-ce que pour poser 2-3 cailloux, signalant votre passage sur le marbre du caveau des enfants
de Pitchouk et environ, puis prenez le temps de jeter un œil sur la haute pierre qui se dresse à côté du caveau. Sur cette haute pierre sont gravés, serrés, une foule de noms et de prénoms, dont ceux de Baruch et Zina, une foule de noms difficiles à lire, à écrire et à prononcer, seule trace de leur passage sur cette planète devenue incohérente. Ces noms gravés dans la pierre, dure et froide, sont parmi les millions d'autres les témoins de la barbarie des temps, de ce temps des cheminées qui les crachèrent dans les cieux à 2 pas de Pitchik et de Pitchouk. Ils sont là-bas pour vous? Ils sont là où on écrit leurs noms? Ou ils sont partout, quand on y pense? Je pense que la cheminée du début et les cheminées qu'on évoque font qu'ils sont partout ils sont voilà. Pour les croyants, ils sont quelque part. Pour moi, ils sont pas dans nos souvenirs. Ils sont dans nos poitrines. Voilà. Ils sont dans notre souffle. Voilà. Moi, je peux pas sentir un feu sans penser à l'odeur qui devait régner. C'est-à-dire, je vois le monde presque depuis mon adolescence à travers ce que j'ai appris peu à peu de la réalité de ce qu'a été l'extermination. Voilà. Et c'est cette association permanente d'idées qui surgit à n'importe quel moment, au moment les plus joyeux, ou les plus vivants, ou les plus... voilà. Je pense que c'est un conte qui se nourrit des associations d'idées. Voilà. Et ces associations d'idées surgissent sans que vous ayez conscience que vous pensez à ci ou à ça. Voilà. C'est clair que c'est un livre qui peut se lire à beaucoup de lectures, Jean-Claude Grimbert, et qu'il faut relire pour comprendre toutes les lectures. Vous parlez yiddish, vous? Non. Non. Parce que quand j'étais apprenti, à 14 ans, j'étais dans des ateliers où on parlait yiddish, et moi, je voulais partir de ces ateliers. Je ne voulais pas travailler. Donc, et puis, c'était la langue pour moi des morts. Ah. C'était une langue qui me... Et je regrette beaucoup de pas parler yiddish. Encore. Mais on me dit que j'écris le français comme si c'était du yiddish. Alors ça me suffit. Parce que vous avez l'âme, voilà. Vous avez l'âme Depuis yiddish Dreyfus, dans vos livres. Ouais. J'avais écrit Dreyfus, donc ça s'est joué en 73, et j'avais dit, c'est la première pièce écrite en yiddish par quelqu'un qui ignore le yiddish, et en français par quelqu'un qui parle mal le français. Non, voilà. Si vous parlez mal le français, Jean-Claude Grimbert, je ne sais pas qu'il parle bien. Et vers la fin du livre, il y a encore un autre conte que j'ai dit. C'est un seul conte, mais voilà, vos idées nous emmènent un petit peu partout. Et il y a ce patron et cet apprenti. Et l'apprenti aime lire. Alors le patron lui dit, tiens, j'ai plein de livres là. Il regarde, il dit, mais je ne sais pas lire ça, c'est yiddish, dit le patron. L'autre dit, je ne lis pas yiddish. Vous parlez yiddish, je parle, mais je ne lis pas. Alors pourquoi garder tous ces livres? Alors lui demande l'apprenti. Il dit, c'est mon héritage, c'est ce qui me reste de mes parents. Cet héritage-là, celui de votre père, celui de votre mère, celui de tous les autres, c'est aussi ça. C'est pas pour rien que vous écrivez, Jean-Claude Grimbert. C'est cet héritage aussi de culture, de livres, de Mais je de suis né dans une maison où il n'y avait aucun livre. À l'époque, c'était plus... Ni en yiddish, ni en français. Ouais. Et ils avaient d'autres préoccupations. C'est le même endroit où on a été sauvé par le commissaire, c'est-à-dire la mairie du 10e, qui m'a sauvé la vie. Parce qu'il y avait la bibliothèque municipale. C'est vrai. Et j'allais à la bibliothèque municipale et je prenais 9 livres par semaine. Et donc je lisais. Voilà. Et je prenais n'importe quoi parce que personne ne me disait il faut lire ça ou il faut lire ci. Je prenais des livres. Voilà. Et donc c'est les livres qui m'ont servi de tuteur. Et les livres... Pas forcément les grands livres. Hein. Non, les livres d'aventure, C'est en lisant un livre d'un auteur américain qui s'appelle Howard Fast, qui parlait de... Ça s'appelle La dernière frontière, et ça parlait du massacre des Indiens. Voilà. Et donc, c'était un passage où on voyait les
les jeunes étaient partis au combat. Il restait que les vieillards, et les femmes et les petits-enfants. Voilà. Dans la neige, sans rien. Et c'est en lisant cette histoire de génocide que je me suis retrouvé plongé dans ma propre histoire. De votre propre histoire. Voilà. À un moment donné, on va presque terminer là-dessus, Jean-Claude Grimberg. Il y a... vous dites pour éclairer les lecteurs, alors on parle de Pitchik et Pitchouk juste avant, pour éclairer les lecteurs, ceux qui auraient oublié ce que signifie le mot nazi ou ceux qui peut-être n'en auraient jamais connu la signification, je soumets à leur perspicacité. Vous avez la lettre ensuite de Himmler, absolument charmante bien évidemment, qui expliquait, et vous parlez de Hitler et de Charlot, et vous dites il ne faut pas qu'Himmler et Hitler aient le dernier mot, ni dans mon histoire, l'histoire de Rose et d'Izzy, ni dans le monde d'aujourd'hui, ni surtout dans le monde de demain. Ils n'auront pas le dernier mot. Jamais. Espérons. C'est vous qui aurez le dernier mot, Jean-Claude Grimberg. Je vous ai déjà dit à quel point on vous admire, à quel point on vous aime. Je vous l'ai dit ou pas? Non, mais c'est gentil de me le redire. Après 1 heure avec vous, j'ai rien d'autre à dire comme conclusion. Si ce n'est qu'on attend la prochaine histoire. Me dites pas, je suis trop vieux, je sais pas. Non. Vous avez recommencé à écrire. Écoutez, j'ai plus Jacqueline à côté de moi, j'ai plus mon éditeur Maurice Hollander, et c'est très dur. Je sais. Mais vous avez des dizaines de milliers, des centaines de milliers de gens qui vous aiment et qui attendent le prochain Jean-Claude Grimberg. Des centaines de milliers, c'est peut-être beaucoup, mais j'en connais 2 ou 3. Oui. Moi j'en connais beaucoup plus que ça. Voilà. Alors s'il vous plaît, écrivez, reposez-vous, prenez soin de vous et continuez d'écrire. Merci beaucoup de votre accueil et de ces quelques mots. C'est mieux quand c'est dit d'ailleurs. Il faut dire les choses. Ça fait plaisir. Merci beaucoup Jean-Claude Grimberg. De Pitchik à Pitchouk, un conte pour vieux enfants. C'est à lire absolument et c'est la librairie du 21e siècle et c'est aux éditions du Seuil. Dans quelques instants, le journal présenté par Rudy Saada et Margot Siffer. Et Rudy Saada toujours en direct de Varsovie. À tout de suite.